Bonjour à tous, c'est une maladie dont les véritables raisons demeurent encore mystérieuses et qui pourtant touche une femme sur 10 en âge de procréer. L'endométriose, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, tire son nom de l'endomètre, le tissu qui tapisse l'utérus, un tissu qui chez les femmes qui en sont atteintes se met à déborder de son emplacement habituel pour coloniser d'autres organes. Alors ce matin sur RCF, on va prendre une heure ensemble pour tenter de mieux comprendre cette maladie. Quelles sont aujourd'hui les théories avancées pour en déterminer les causes? Qui concerne-t-elle? Quels en sont les symptômes? Peut-on développer cette maladie sans en être consciente? Et puis de quel traitement dispose-t-on pour la contrer? C'est ce que nous allons voir jusqu'à 11h avec nos deux invités de ce matin. Et puis vos questions, vos réactions, vos témoignages, on les accueille dès maintenant au standard de RCF au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23. Si vous êtes en Belgique et que vous avez aussi des questions à poser sur l'endométriose, vous nous rejoignez au 081 407 112. Vous passez également par l'adresse courriel de l'émission à votre service @rcf.fr et puis le hashtag RCF Service sur Twitter. À votre service, Olivier Tonnelier. Deux invités ce matin qui font partie d'Endo-France, association française de lutte contre l'endométriose. Adeline Valland, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes trésorière et représentante régionale pour la région Rhône-Alpes. Et puis Lauriane Mény, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes également représentante régionale Rhône-Alpes, mais pas trésorière. Donc voilà, vous n'avez pas la main mise sur les sous, vous avez uniquement le droit de parler au nom de l'association. Allez, on va commencer par rappeler l'adresse du site. C'est endofrance.org pour ceux qui veulent avoir des renseignements aussi à l'issue de cette émission. Mais on va essayer ce matin d'être très complet sur ce sujet. Qui veut me redonner une définition un peu complète de cette maladie? Expliquer vraiment cette histoire de tissu qui est censé tapisser l'utérus et qui va coloniser d'autres organes. Adeline Valland? Oui, donc l'endométriose en fait est une maladie chronique qui est récidive et qui touche une femme sur 10 en âge de procréer, comme vous l'avez dit Olivier. Donc une femme sur 10 mais qui est diagnostiquée. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres qui s'ignorent. Voilà, exactement. Donc comme vous l'avez déjà dit, donc l'endomètre est le tissu qui tapisse l'utérus. Sous l'effet des hormones, donc les œstrogènes, au cours du cycle, l'endomètre s'épaissit en vue d'une potentielle grossesse. Donc en fait, l'embryon, s'il y a fécondation, l'embryon vient se fixer sur l'endomètre et après, donc l'endomètre, c'est le tapis qui permet en fait à l'embryon de se fixer normalement. De se fixer et d'accueillir donc le fœtus. S'il n'y a pas de grossesse, s'il n'y a pas de fécondation, en fait, l'endomètre se désagrège, et saigne, et ce sont donc les règles. Voilà, c'est ce qui provoque les règles. Donc ça, c'est la configuration normale chez les femmes qui ne souffrent pas d'endométriose. Tout à fait. Donc, chez une femme qui a de l'endométriose, les cellules vont remonter et migrer via les trompes, et donc le tissu semblable à l'endomètre, au tissu endométrial, va se développer hors de l'utérus. Donc ça va provoquer des lésions, des adhérences, même des kystes au niveau des ovaires qu'on va appeler des endométriomes dans les organes colonisés. Donc cette colonisation, en fait, elle a principalement lieu sur les organes génitaux, donc dans l'utérus, les trompes, les ovaires. Oui. Mais elle peut même fréquemment, on va dire, s'étendre à d'autres endroits comme la vessie, tout ce qui va toucher l'appareil urinaire, tout ce qui va être autour de la vessie, le système digestif, les intestins, le côlon, le rectum, etc. Et plus rarement, ça peut remonter au niveau du diaphragme, des poumons, des cas très rares au niveau du cœur et voilà. Donc voilà, c'est une espèce de colonisation vraiment étrange. On connaît pas justement, Lauriane Mény, vraiment encore les origines, les causes réelles de cette maladie. Non, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Il y a des suppositions. On pense que ça peut venir soit les cellules se déplacent par les trompes, soit par les voies vasculaires. En tout cas, pour le moment, c'est une maladie complexe qui n'est pas encore très bien connue, même par les médecins, en fait. Et alors justement, vous le disiez, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'elles souffrent d'endométriose. Ça veut dire qu'on a encore un énorme travail de communication. On va essayer d'y participer très modestement ce matin, mais c'est vrai que beaucoup de femmes sont peut-être pas encore conscientes même de l'existence de cette maladie. Où est-ce qu'on en est au niveau de la communication du grand public? Adeline? Donc en termes de communication, donc les associations de patientes déjà jouent un rôle énorme. C'est même nous qui en parlons plus principalement, puisque c'est seulement depuis cette année qu'il y a une association Info-Endométriose qui a été créée au niveau national par Julie Gaillet pour donc communiquer sur l'endométriose au niveau national. D'ailleurs, il y a
une convention qui a été signée entre l'éducation nationale et cette association. Donc Info Endométriose regroupe plusieurs associations, dont EndoFrance. Et donc il va y avoir une formation, par exemple, des infirmières scolaires pour que la maladie soit diagnostiquée beaucoup plus tôt, puisqu'elle touche les femmes de plus en plus jeunes. Donc voilà, donc en termes de communication, on démarre seulement en fait. On démarre seulement, voilà, tout à fait. Donc cette année, il y a eu un énorme travail de communication via donc cette association Info Endométriose au niveau du gouvernement. Les associations de patientes comme nous, donc participons à l'Endomarche. C'est un événement qui a lieu au mois de mars chaque année. Et il y a une semaine de lutte contre l'endométriose chaque année au mois de mars. Donc en 2017, ça sera du 6 au 12 mars. Voilà. Quels sont les symptômes, justement? Comment est-ce qu'une femme peut se rendre compte, ou en tout cas être un petit peu alertée, avoir la puce à l'oreille sur le fait qu'elle peut être éventuellement concernée par l'endométriose, Lauriane? Alors, les symptômes, ils peuvent être multiples et liés à la localisation de la maladie, qui peut être chronique ou périodique, ou totalement absente dans les formes asymptomatiques. Leur intensité n'est pas révélatrice de la gravité des lésions, ça il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir très mal et avoir des lésions très faibles et vice-versa. Et inversement, oui. Le symptôme le plus courant de l'endométriose, c'est bien sûr la douleur pendant les règles, la douleur pendant les rapports sexuels aussi, les douleurs pelviennes fréquentes en dehors des règles peuvent alerter, des douleurs pour uriner, les douleurs au niveau des lombaires, au niveau abdominal, la douleur à la défécation aussi. Il peut y avoir aussi des douleurs annexes, type migraine. Voilà. D'accord. Donc tout ça, c'est peut-être des choses qui ont été un peu prises à la légère jusque-là et qui doivent maintenant alerter, maintenant qu'on connaît vraiment l'endométriose, sur une maladie potentielle. Alors, il faut aussi penser à l'endométriose quand on a des douleurs qui sont liées aux règles. Oui. Voilà. Dès qu'on s'aperçoit qu'on a des douleurs qui reviennent chaque mois liées aux règles, il faut se poser la question, il faut aller consulter. Voilà. Le médecin en face va établir un diagnostic en passant par un questionnaire poussé et un examen clinique. C'est les premières choses à faire. On a une question qui est posée par Rosemary sur Internet qui nous demande est-ce qu'on a établi un lien entre endométriose et cancer? Adeline? Pas du tout. Non, faut pas avoir peur. Voilà, il n'y a pas du tout de lien. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Oui. Concrètement, l'examen clinique qui va permettre justement de poser un diagnostic va se faire comment, Lauriane? Alors, un examen gynécologique classique. Oui. Voilà. Ça serait le début. Après, il peut y avoir plus rarement s'il n'y a pas de signe clinique, mais qu'il y a des signes, en tout cas des symptômes, le médecin va sans doute aller un peu plus loin en faisant passer des examens à la patiente. Dans un premier temps, ça peut être une échographie pelvienne classique, qui peut se faire en cabinet. Alors, il faut savoir que l'endométriose n'est pas forcément repérée au niveau en échographie. Ça peut être repéré notamment si c'est au niveau des ovaires, mais on peut avoir de l'endométriose ailleurs qu'aux ovaires et ne pas en avoir aux ovaires. Donc, il est intéressant quand même, si les douleurs sont là, si elles sont cycliques, de passer par l'IRM pelvienne. D'accord. Au niveau de l'âge, vous l'avez dit, c'est des femmes de plus en plus jeunes qui sont touchées. Tout à fait. L'échelle des âges, c'est quoi? C'est vraiment les femmes en âge de procréer? Tout à fait. Oui, c'est ça. Du moment où elles ont leurs règles. C'est ça, toute la période des règles peut être concernée, toute la vie féconde de la femme. 04 72 38 20 23 pour réagir ce matin, pour poser vos questions aussi sur l'endométriose, c'est à votre service en direct avec vous. Nous sommes avec nos deux invités qui font partie de EndoFrance, association française de lutte contre l'endométriose. Je rappelle le numéro du standard pour vos témoignages peut-être ce matin, si vous avez été confronté de près ou de loin dans votre entourage à cette maladie qu'est l'endométriose, venez nous poser cette question, vos questions plutôt, et apportez vos témoignages. 04 72 38 20 23 à votre service @rcf.fr et le hashtag RCF Service sur Twitter. À votre service 04 72 38 20 23. Alors, il est 10h10, on va évoquer maintenant peut-être les traitements dont on dispose contre l'endométriose. On a des recherches qui avancent, j'imagine, avec le temps, même si c'est quelque chose qu'on découvre de façon récente. Adeline? Oui, donc il y a des traitements. Par contre, donc une précision, l'endométriose, on n'en guérit pas. On sait la traiter,
C'est les symptômes qu'on va traiter plutôt que la maladie. On va traiter les symptômes, on va la ralentir, la stopper, mais on ne saura pas l'éradiquer. Donc, ce qu'on va donner là comme type de traitement, évidemment, c'est, enfin, je veux dire, sans une consultation médicale, enfin là, c'est, on donne des exemples. On explique ce qui est disponible. Oui. Voilà, c'est, on n'est pas médecin, on le rappelle. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs types de traitements. Il y a les traitements déjà hormonaux. Donc qui vont stopper ou ralentir l'évolution de la maladie. Donc on va principalement essayer de couper les règles, puisqu'on a vu que c'est donc les œstrogènes qui entretenaient l'endométriose pour créer l'endomètre. Donc on va couper les règles. Donc ça c'est un traitement hormonal qui va couper les règles et justement voilà qui va peut-être empêcher aussi les douleurs de survenir. Voilà, du moment en fait où on va couper les règles, on va mettre sur pause en fait l'endométriose et on va calmer, voire stopper donc les symptômes, les douleurs, etc. D'accord. Le traitement qui va au-delà donc des hormones, ça va être la chirurgie, puisqu'une fois qu'on est très atteinte, donc il y a des adhérences, il y a des kystes, etc. Et donc même si on prend un traitement hormonal qui va stopper donc l'endométriose, son évolution, le fait d'avoir ces adhérences, ces nodules, etc., ça va continuer à nous faire mal. Donc du coup, on va passer par la chirurgie. C'est là que la maladie en fait devient sévère, puisque on peut aller sur des très très grandes chirurgies. Parce que plus on va laisser la maladie s'installer sans la traiter, plus les lésions vont être importantes. Oui, plus elles vont progresser. Donc ça souligne aussi l'importance de consulter dès qu'on a justement les symptômes, comme disait Lauriane tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. On peut, dès qu'on consulte et dès qu'on prend un traitement hormonal, on va ralentir, voire stopper l'endométriose. Donc du coup, on va éviter la chirurgie. Voilà. Donc après, quand on passe par la chirurgie, donc là, il y a des petites et des grosses chirurgies, on va dire. Petite chirurgie, donc ça va être une simple cœlioscopie, par exemple. Donc en fait, le chirurgien va passer par le nombril et faire des petites incisions de chaque côté du ventre pour faire rentrer ses instruments. Il va gonfler le ventre et il va pouvoir donc enlever l'endométriose donc qui est à l'intérieur, voilà, par une simple petite chirurgie. Voilà. Et les plus grosses chirurgies, donc on doit ouvrir donc par laparotomie par exemple. Donc c'est une petite ouverture comme une césarienne, horizontale ou verticale. Et donc le chirurgien va pouvoir retirer des plus gros éléments, on va dire, d'endométriose en ouvrant. Voilà. Très bien, donc hormonal dans un premier temps et puis chirurgical si jamais ensuite là la situation est plus grave. Voilà. On va accueillir un premier témoignage au standard, c'est Marie-Louise qui nous écoute dans les Côtes-d'Armor. Bonjour à vous Marie-Louise. Bonjour et merci pour vos émissions. Je dis tout de suite, je suis une grand-mère, mais je voulais dire très bien d'informer parce que j'ai des petites filles et moi j'ai beaucoup souffert et c'était pas diagnostiqué comme ça puisque tous les mois j'appréhendais d'être réglée et ma maman mettait des serviettes bouillantes sur mon ventre pour me soulager. Ça me faisait tellement souffrir que je tombais en syncope. Et ça a été terrible et après, bon, ça m'a pas empêché d'avoir 3 enfants, mais à l'âge de 40 ans, j'ai été suivie par une gynécologue qui m'avait fait un traitement, et j'ai été suivie jusqu'à l'âge de 75 ans. Et ça s'est bien passé, la ménopause, mais c'est pour revenir à ce que vous disiez là, puisque j'avais déjà entendu à la radio, je pense que c'était la vôtre, sur ce problème de femmes et de jeunes filles qui fait terriblement souffrir. Je crois qu'à accoucher, j'ai pas souffert autant. Voilà. Eh ben merci beaucoup Marie-Louise en tout cas. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur l'intensité des douleurs, mais voilà, c'est plus fort qu'un accouchement, nous dit Marie-Louise, vous confirmez? Oui. Bon, moi j'ai accouché par césarienne, donc je peux pas comparer. Oui. Mais voilà, nos homologues de l'association qui ont eu la chance d'accoucher normalement nous ont dit que les contractions d'un accouchement étaient rien par rapport à des douleurs d'endométriose. En fait, les douleurs d'endométriose sont des contractions, mais qu'on a l'équivalent des douleurs de contraction apparemment qu'on aurait pendant la semaine de nos règles, 10 jours avant, 10 jours après. Enfin, moi personnellement, j'avais mal pendant tout le mois, tous les jours du mois. Donc 31 jours sur 31. Donc voilà, donc c'est vrai que les douleurs sont énormes. Mais quand on a mal depuis l'âge de nos 15 ans,
on devient plus tolérante à la douleur, donc on minimise les douleurs. Oui. Ça peut voilà. être un frein aussi au dépistage. Voilà, exactement, parce que quand le gynéco nous pose des questions, on pense pas à dire, oui, on souffre énormément puisqu'on a l'habitude. Donc Oui, c'est ça, on passe sous silence, et c'est peut-être comme ça aussi que cette maladie a réussi à se tapir dans l'ombre jusque-là, parce que la question que j'allais vous poser en entendant un témoignage comme celui de Marie-Louise, c'est justement pourquoi est-ce que c'est si récent, puisqu'a priori ça fait quand même de nombreuses décennies que ça peut exister. Est-ce que on sait pourquoi justement on s'y intéresse seulement maintenant, Lauriane ? Alors c'est vrai que la maladie, il y a des traces dans les écritures, la littérature même de la médecine depuis plus de 100 ans. Donc la maladie est connue, par le milieu médical depuis la fin du 19e siècle. Mais c'est vrai que ça fait peut-être une dizaine d'années que les médecins se penchent sur la maladie. Pourquoi maintenant peut-être qu'il y a moins de tabous, peut-être que les femmes arrivent à parler un petit peu plus facilement de leur douleur, même si ça reste quand même compliqué. L'enseignement en faculté de médecine évolue bien heureusement de plus en plus là sur ces dernières années. C'est comme ça aussi qu'on va arriver à mieux former les médecins et qui pensent à l'endométriose plus facilement, plus rapidement. Parce que là on est sur un diagnostic. D'avoir des règles douloureuses, c'est peut-être quelque chose d'aussi finalement accepté, socialement, ouais. C'était oui, voilà, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Quand on prend des médicaments comme des Smarties et que ça ne passe pas, ça c'est pas normal. Il faut vraiment, il faut aller consulter et faire quelque chose. Adeline, du moment en fait où un simple médicament, un antidouleur ne fonctionne pas, ne coupe pas la douleur des règles, il faut consulter. Du moment où on loupe l'école, où on est en arrêt maladie, qu'on peut pas aller travailler, il faut absolument consulter. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour accueillir d'autres témoignages qui arrivent au standard. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont concernées. On a pas mal d'appels. Et puis, continuez à nous appeler, justement, si vous avez envie, vous aussi, de témoigner. Voilà, on est là vraiment pour montrer à quel point, il faut parler de cette maladie. On essaye de le faire jusqu'à 11h. 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. À votre service, @rcf.fr. Et puis, sur Twitter, le hashtag RCF Service. On se retrouve dans quelques instants. La femme chocolat, c'était Olivia Ruiz à l'instant sur RCF, et nous on parle ce matin justement d'un problème de santé qui affecte une femme sur 10, voire plus, puisqu'une femme sur 10 c'est pour celles qui sont conscientes d'avoir cette maladie, c'est l'endométriose. Nous sommes toujours avec Adeline Valland et puis Lauriane Mény qui font partie d'EndoFrance, association française de lutte contre l'endométriose. On essaie justement de vous informer sur cette maladie qui existe depuis longtemps, Lauriane nous le disait tout à l'heure, depuis le siècle dernier, mais qui dont on prend seulement conscience maintenant. Si vous avez envie d'avoir d'autres informations ou alors d'avoir des informations sur les manifestations organisées par EndoFrance, rendez-vous sur internet endofrance.org. À votre service, jusqu'à 11h sur RCF. Et n'hésitez pas aussi à venir témoigner ce matin, c'est important d'en parler, on l'a dit depuis 10h. 04 72 38 20 23, c'est le numéro qu'a composé Sandrine, qui nous écoute à Bordeaux. Sandrine, bonjour. Bonjour. Je voulais témoigner parce que j'ai souffert d'endométriose depuis, je pense, le moment où j'ai eu mes règles, donc à peu près 13 ans jusqu'à 40 ans où ça a été diagnostiqué enfin. Oui. Et donc il y avait aussi tout le discours culpabilisateur du fait qu'on n'accepte pas sa féminité, etc. C'est pour ça qu'on souffre pendant les règles. Enfin, il y a aussi tout ça dont il faut parler, c'est intéressant. Oui. Et puis j'ai ensuite j'ai consulté mon gynécologue, j'ai eu un traitement hormonal qui ne me convenait absolument pas. J'avais pas du tout envie de prendre trop de chimie parce que mon corps la supporte pas très bien. Et puis j'étais persuadée que si mon corps fabriquait quelque chose comme ça, il devait aussi pouvoir faire autrement et me restaurer autrement. J'étais sûre que je pouvais trouver les moyens par moi-même, avec de l'aide bien sûr. Et donc j'ai consulté un homéopathe uniciste et j'ai aussi consulté une naturopathe qui fait un régime ayurvédique. Et donc en ayurvéda, c'est une maladie qui est connue et eux présupposent qu'il s'agit d'une microcolonie de bactéries particulières qui sont alimentées par certains aliments. Donc j'ai modifié mon régime alimentaire, j'ai pris des tas de poudres, de plantes, etc. En tous les cas, en un an, je n'avais plus rien.
sachant que j'avais un énorme kyste sur un ovaire et de l'endométriose un peu partout, voilà. Donc voilà, je voulais témoigner de ça. Il y a des choses qui sont possibles. Il faut peut-être un peu fureter, essayer des choses et voir ce qui convient. Mais le corps a des capacités extraordinaires de régénération et si on trouve les bonnes pistes pour les stimuler, voilà, ça peut être très positif. Merci beaucoup Sandrine, en tout cas d'avoir pris le téléphone ce matin pour nous raconter votre histoire. Lauriane Mini, vous souhaitez rebondir là-dessus ? Alors, c'est vrai que les traitements non médicaux, les médecines douces, comme on dit, sont forcément, viennent en complément très souvent de nos traitements médicaux classiques. C'est important aussi, voilà, de savoir qu'on peut agir nous-mêmes. C'est ce qu'on répète souvent nous auprès des femmes qui nous consultent. Il faut aussi se prendre en charge, essayer de trouver, voilà, ce qui peut nous faire du bien. Ce qui peut nous faire du bien, déjà intellectuellement, psychologiquement, parce que c'est une maladie chronique et comme toute maladie chronique, c'est compliqué à vivre. Mais c'est vrai que ces médecines douces peuvent aussi nous aider. On a eu plusieurs témoignages de femmes qui nous disent, par la naturopathie, par exemple, j'ai réussi à diminuer mon endométriose. Souvent, quand elle n'est pas encore très profonde, parce que c'est vrai que quand les lésions sont installées, là, il faut souvent passer quand même par la chirurgie pour régler le problème, en tout cas pour avoir moins de douleur, et la naturopathie suffit pas. Mais c'est vrai que ça peut être une solution quand l'endométriose n'est pas trop installée. Voilà, donc ne pas hésiter à y penser, comme l'a fait Sandrine. Vous parlez de l'impact psychologique. On imagine que c'est extrêmement compliqué à vivre. Ou est-ce que, voilà, jusqu'où ça peut aller sur le plan psychologique, des dépressions, des choses comme ça? Oui. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, oui. Oui, quand on souffre, voilà, comme on disait, depuis le début des règles, que la douleur n'est pas reconnue ni par les médecins, parfois pas non plus par la famille, parfois le couple aussi en souffre, parfois le conjoint nie aussi la souffrance. C'est difficile, ça reste une maladie qui est invisible en fait. Donc et ce discours culpabilisateur aussi dont parlait tout à l'heure Sandrine, c'est quelque chose aussi qui continue à exister. Malheureusement, oui. Oui. C'est normal, ou c'est dans votre tête. On a aussi souvent des femmes qui nous disent on me dit que je suis folle, quoi. Oui. Bon, et ben voilà, en tout cas, l'importance aussi d'en parler comme on le fait ce matin. Merci encore à Sandrine pour son témoignage. Posez vos questions et réagissez sur Twitter avec le hashtag RCF Service. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur RCF, c'est à votre service jusqu'à 11h. On parle ce matin de ce qu'on appelle l'endométriose. C'est un nom un petit peu compliqué qui tire son nom de l'endomètre. Et dans cette maladie, eh bien, le tissu qui tapisse l'utérus, qui est donc l'endomètre, va se mettre à déborder de son emplacement habituel pour aller coloniser d'autres organes où il n'a pas à aller normalement. Donc ça provoque évidemment des douleurs très très fortes, notamment au moment des règles. On l'a dit, ça concerne une femme sur 10 en âge de procréer et sans doute plus, puisque une femme sur 10, c'est uniquement pour celles qui sont conscientes de cette maladie. Une question posée par Stéphanie sur Internet qui nous demande y a-t-il des risques d'infertilité liés à l'endométriose, Adeline Valland? Oui. Donc d'ailleurs, l'endométriose à l'heure actuelle est principalement diagnostiquée en parcours quand on commence à rechercher des causes à médicale l'infertilité. assistée, PMA. En fait, oui, l'endométriose peut boucher les trompes. Donc du coup, forcément, si les trompes sont bouchées, les ovules ne pourront pas sortir et rencontrer les gamètes de monsieur. Donc il ne pourra pas avoir fécondation, donc pas de grossesse. Ça, c'est les barrières physiques. Après, il y a les barrières chimiques. Les médecins supposent que l'endométriose, comme c'est une maladie inflammatoire, en fait, crée un terrain inflammatoire au niveau du utérus. Donc du coup, ça va empêcher, s'il y a fécondation, ça va empêcher l'embryon de se fixer. Donc du coup, principalement, il va y avoir des fausses couches ou alors, précoces ou non. Mais voilà, donc ça peut empêcher la fertilité du couple. D'accord, et même en cas de grossesse, il peut y avoir des soucis ensuite, comme vous nous le disiez, aux fausses couches ou des choses comme ça? Oui, après, c'est pas systématique. C'est pas systématique, c'est pas parce que on a de l'endométriose qu'on va faire des fausses couches à répétition. Par contre, voilà, si on a de l'endométriose, mieux vaut
se faire traiter avant d'envisager un. Voilà, oui, on aura plus de chance. Lauriane. Je voulais juste préciser qu'il y a un tiers des femmes qui sont atteintes, qui auront des difficultés à concevoir, mais il y en a 2 tiers qui n'auront pas de difficultés. Voilà, qui arriveront soit spontanément à avoir une grossesse, soit par le biais de la médecine, mais. Voilà, c'est aussi garder espoir, c'est ce que vous venez nous dire ce matin. Une question posée par Ève de Lyon, on vient un petit peu d'y répondre, mais pas complètement. Elle nous dit comment évolue l'endométriose au fil des grossesses et puis ensuite au moment de la ménopause. Alors au niveau de la grossesse, en fait la grossesse, alors certains médecins, ça il faut qu'on le dise, certains médecins, on va dire qu'ils sont non sachants, disent à des femmes qui ont l'endométriose, vous avez qu'à tomber enceinte et vous serez guérie. Non, pas du tout. La grossesse n'est pas un traitement de l'endométriose. Par contre, on avait une chirurgienne ce week-end qui nous disait l'endométriose, la grossesse, c'est une grossesse. C'est une parenthèse, magique. Donc en fait, quand on est enceinte, les hormones sont arrêtées, sont stoppées. Donc l'endométriose n'évolue plus. Donc en fait, ça met la maladie entre parenthèses. Donc on a un répit de 9 mois, plus si on allaite. Mais il n'y a pas de... Pas de guérison miraculeuse et ça finit toujours par revenir. Voilà, il faut absolument retourner se faire suivre après la grossesse. Et alors si tout ça est lié aux règles, pour poursuivre la question de Ève, est-ce qu'au moment de la ménopause, il y a une évolution ? Normalement, ça s'arrête. Oui. Après, avec les traitements hormonaux de substitution pour la ménopause, dans de rares cas, ça peut continuer à progresser. Mais c'est pour ça qu'il faut en fait continuer à se faire suivre par son médecin. Très bien, même après la ménopause. Oui, et puis je voulais ajouter aussi que dans les cas d'endométriose profonde et sévère, lors de la ménopause, il y a des lésions qui se sont installées en dehors des organes génitaux, qui sont posées sur le système digestif ou urinaire, qui vont être là, qui seront pas dépendants des hormones. Voilà, donc le fait qu'il n'y ait plus d'hormones et qui vont rester les douleurs sont encore là. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On a encore d'autres témoignages qui arrivent au standard. On essaye de faire connaître cette maladie ce matin, qui est l'endométriose, avec nos 2 invités. 04 72 38 20 23. Continuez à témoigner jusqu'à 11h au standard. Si vous êtes en Belgique, vous composez le 081 407 112. Également par courriel à votre service @rcf.fr. À tout de suite. À votre service revient dans 1 minute. La suite de l'histoire, Véronique Alzieux. Il est quasiment impossible de dire à quel moment la fête de Noël a fait son apparition. Mais des traces très anciennes nous renseignent sur l'évolution de cette fête et la manière dont elle était célébrée en fonction des lieux et des périodes. Alain Cabantou nous éclaire sur les traditions de Noël et leur histoire dans la suite de l'histoire tous les jours à 13h15. Vous souhaitez préserver l'indépendance de RCF et la qualité de ses programmes ? Soutenez financièrement votre radio par un don. RCF étant reconnu d'intérêt général, votre don vous ouvre droit à une réduction fiscale de 66% de son montant. Faites un chèque avant le 31 décembre à RCF Solidarité 69 321 Lyon CEDEX 05. RCF, la joie de donner. À votre service, continue jusqu'à 11h. Voilà, déjà de retour pour cette seconde partie d'À votre service jusqu'à 11h, émission spéciale santé ce matin consacrée à l'endométriose. Adeline Valland et Lauriane Mény sont avec nous. Elles font partie d'EndoFrance, association française de lutte contre l'endométriose. Et rendez-vous également sur Internet pour en savoir plus sur l'association et sur la maladie, endofrance.org. Au standard, avec nous, il faut que je retrouve son prénom, c'est Charlotte qui est en Indre-et-Loire. Bonjour Charlotte. Bonjour Olivier. Je voulais témoigner parce que je suis une mamie, j'ai 68 ans et j'ai accouché de 3 enfants. Le premier sans problème, en 71, la deuxième avec beaucoup de soucis et le troisième sans problème. Pour la deuxième, on m'a diagnostiqué à la maternité avec le professeur de la maternité de Nancy, m'a diagnostiqué une endométriose et on m'a maintenu la grossesse et j'ai pu la tenir jusqu'à 7 mois. C'est vrai que j'ai eu un accouchement très difficile. Je n'avais pas trop de douleur, mais c'était quand même très difficile parce que le bébé était très petit. Et donc, ça a été un bébé avec beaucoup de soucis.
mais elle a grandi quand même correctement, normalement, et puis elle est devenue maman. Et il se trouve que, alors je fais la liaison aujourd'hui grâce à votre émission sur l'endométriose, parce que ma cadette a eu 2 filles, une grossesse normale, une avec césarienne, mais maintenant, donc c'est-à-dire une dizaine d'années après la naissance de son dernier bébé, elle a fait un épisode de thrombose ovarienne qui nous a beaucoup inquiétés. Mmh. Et donc ce serait, il y avait des adhérences, parce que ce bébé avait quand même eu, ça j'ai oublié de vous le dire, un mégacolon congénital, c'est-à-dire que c'est un manque de terminaison nerveuse dans la partie terminale du côlon, et c'est vrai qu'elle a dû avoir un anus artificiel qu'on a soigné de façon très bonne, plutôt positive. Oui. Et donc elle en a pas souffert, il n'y avait pas de douleur, mais il a fallu réaboutir l'intestin. Donc si vous avez un intestin un petit peu en compote, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir 2 enfants, mais je vous dis 10 ans plus tard, elle a eu cet épisode de thrombose ovarienne, et je me demande s'il n'y a pas une migration de la fameuse endométriose transmise de mère en fille, d'une part, et d'autre part, c'est vrai que j'ai aussi fait un petit épisode suite à la ménopause. On m'avait dit que j'avais des risques, qu'il fallait m'enlever l'utérus. J'ai fait des investigations complémentaires, et le médecin qui était urologue à l'époque m'a effectivement dit, écoutez, on peut faire une investigation, mais je n'avais absolument rien. Donc j'ai gardé la totalité de mes organes, et c'est vrai que je n'ai pas eu trop de douleur, mais l'endométriose est quand même quelque chose de je suis contente qu'on la révèle de façon beaucoup plus claire aujourd'hui. Ben oui. Bon, merci beaucoup Charlotte de ce témoignage qui est évidemment compliqué. Voilà, je sais pas si vous avez déjà eu des échos de femmes qui ont vécu la même situation. Non, Adeline? Oui, alors l'endométriose, l'endométriose n'est pas responsable de la maladie, de la malformation de ce bébé, mais il n'y a pas de lien entre l'endométriose et les malformations, par exemple. Par contre, donc c'est Charlotte, c'est ça, disait que sa fille a eu une thrombose, etc. Alors, est-ce qu'elle a de l'endométriose ou pas? Je l'ai pas compris en tout cas, mais on peut rebondir sur son témoignage en disant qu'il n'y a pas encore de corrélation, sur l'hérédité de l'endométriose, mais il y a quand même chez certaines familles, il y a quand même une forte. On peut suspecter certains gènes aujourd'hui d'être responsables. Oui. Voilà, il y a une étude qui a débuté sur l'hérédité donc de mère en fille. D'accord. Donc voilà, donc on attend impatiemment les résultats, mais c'est vrai que dans certaines familles, moi personnellement, ma maman en avait, mes tantes en ont. Enfin voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais voilà, il y a une prédisposition, mais à surveiller. Très bien. Bon, voilà, c'était aussi important de pouvoir rebondir sur ce caractère héréditaire. Merci en tout cas, Charlotte, d'avoir pris le téléphone ce matin. Je ne sais pas si vous saurez répondre à la question posée par Françoise sur Internet, qui nous dit elle nous dit quid du stérilet hormonal qu'on change tous les 5 ans par rapport à cette pathologie. Lauriane Mény. Alors le stérilet hormonal, c'est un bon traitement. Voilà, ça peut être la pilule, ça peut être le stérilet hormonal. Il faut préciser qu'il faut avant tout éviter le stérilet en cuivre, je précise, parce que le stérilet en cuivre va augmenter le phénomène de reflux et augmenter l'endométriose. Donc quand on a de l'endométriose, déjà il faut se faire retirer son stérilet en cuivre si on en a un. Le stérilet hormonal, oui, c'est c'est une bonne solution. Ça peut être même tout à fait indiqué lorsque... Ça peut faire partie des traitements hormonaux dont on parlait tout à l'heure. Et notamment en cas d'adénomiose. L'adénomiose, c'était une endométriose spécifique qui est au niveau de l'utérus, du muscle utérin. Voilà.
Voilà aussi une réaction de Marie qui nous dit « J'ai eu une endométriose, donc des règles où je croyais mourir à chaque fois, au bord de l'évanouissement, une stérilité dite primaire qui nécessitait un traitement hormonal court, mais un traitement hormonal quand même pour avoir chacun de mes 2 enfants. Vive les progrès scientifiques ». C'est ce que nous dit Marie, et on voit bien à nouveau cette question de la douleur des règles qui est présente à chaque fois. Merci beaucoup en tout cas Marie pour ce témoignage. Vous avez une question ? Envoyez-la à l'adresse mail de l'émission à votre service @rcf.fr. Et puis 04 72 38 20 23 pour continuer à témoigner jusqu'à 11h sur l'endométriose. Alors on va revenir un petit peu à l'association française de lutte contre l'endométriose dont vous faites partie toutes les deux, EndoFrance, qu'on retrouve sur internet sur l'adresse endofrance.org. On l'a vu depuis le début de l'émission, les gens disent il faut absolument en parler. Vous nous avez parlé déjà de certains événements comme l'endomarche ou encore la formation des infirmières scolaires. Quelles sont aujourd'hui les autres actions entreprises par l'association pour continuer à faire parler de cette maladie? Alors tout d'abord, EndoFrance en fait est la première association qui a été créée en France. Elle a 15 ans d'expérience cette année. Mmh. Elle est reconnue d'intérêt général et elle est composée d'une 30aine de femmes. On est 100% bénévoles et 100% atteintes donc par la maladie. D'accord. Donc nos principales missions, comme le dit notre slogan, c'est soutenir, informer et agir. Donc en fait, on soutient les femmes atteintes d'endométriose et leur entourage en organisant des groupes de parole qu'on appelle nous rencontres amicales. Mmh. On en organise un peu dans toute la France. Alors on imagine que c'est très important ces groupes de parole justement pour des femmes qui découvrent leur maladie. Oui. Alors celles qui arrivent à franchir le pas et qui viennent donc au groupe de parole, puisque faut franchir le pas psychologiquement quand on vient au groupe de parole, c'est qu'on a besoin d'en parler. À la fin de la rencontre, elles sont soulagées. Elles sont soulagées, celles qui ont la chance d'être accompagnées par leur maman ou leur mari, leur conjoint, leur ami, se sentent, sont plus ou mieux comprises en tout cas par la suite, puisque l'accompagnant se rend compte de la maladie et des atteintes et de ce que vit vraiment la femme atteinte d'endométriose. Donc ça, c'est déjà un grand soulagement pour elle de participer à ces groupes de parole. Oui. Ensuite, donc notre deuxième mission, c'est d'informer donc par des tables rondes ou des conférences. Donc on anime des tables rondes et des conférences avec des médecins. Par exemple, cette année, pendant la semaine donc de lutte contre l'endométriose au mois de mars, on a animé pas mal de conférences dans toute la France avec nos médecins qui font partie de notre comité scientifique, où on peut donner des informations validées par ce comité scientifique. On ne donne pas des informations médicales qui ne sont pas validées, il faut le préciser aussi. On n'a pas le droit de donner une mauvaise information ou de faire peur. Donc voilà, donc c'est vraiment validé par des médecins, tout ce qu'on peut dire. Donc voilà, on fait des tables rondes aussi, par exemple, des tables rondes avec comme sujet des médecines douces sur la sexualité. Dernièrement, on a fait une table ronde sur l'endométriose digestive, par exemple. Voilà, on informe les patientes ou les femmes qui sont potentiellement atteintes ou atteintes d'endométriose. Et on agit auprès des pouvoirs publics, ça c'est notre troisième mission, pour obtenir la reconnaissance de la maladie. Donc grâce au soutien de certains parlementaires, on a réussi à obtenir des rendez-vous au ministère de la Santé. On a pu proposer 2 amendements qui malheureusement n'ont pas été retenus, mais grâce à ces rendez-vous, en fait, on a pu pousser la haute autorité de la santé, donc l'HAS française, donc à mettre sur son plan de travail 2016-2017 donc l'endométriose, la prise en charge de l'endométriose. Parce que pour l'instant, ce n'est pas reconnu dans le sens où ce n'est pas pris en charge en fait pour le remboursement, par exemple. L'endométriose pourra passer en longue maladie, oui. Pour certains dossiers, on va dire, puisque toutes les CPAM, toutes les caisses primaires d'assurance maladie en fait, il n'y a pas de règle dans l'endométriose. C'est ce que je voulais vous demander. En quoi c'est difficile finalement aujourd'hui? C'est d'être connu. D'être connu au niveau donc de l'assurance maladie, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de tout en fait. Certaines caisses primaires d'assurance maladie vont reconnaître certains cas
en longue maladie et d'autres non. Voilà, chaque cas est différent. On dit qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Même l'assurance maladie le considère comme ça. On n'est pas toutes égales face à cette maladie et à sa reconnaissance. En 2006, Endo-France avait été sollicité pour relire les recommandations pour les pratiques cliniques concernant la prise en charge d'endométriose, donc il y a 10 ans. Oui. Et donc, cette année, comme la Haute Autorité de la Santé a remis sur son plan de travail la prise en charge d'endométriose, Endo-France participe par contre cette année à la rédaction de la prise en charge d'endométriose. On a été invité, donc on a notre responsable scientifique qui fait partie donc du groupe de travail pour la mise à jour de la prise en charge d'endométriose, donc auprès des médecins. Donc cette année, on a la chance en tant que patiente de participer à la rédaction de cette prise en charge et c'est très important pour notre reconnaissance en fait, pour la reconnaissance de la maladie. Bon, donc les choses avancent lentement mais sûrement et voilà, on vise cette reconnaissance vraiment pour que vous ayez plus à vous justifier à chaque fois que vous parlez de ça, mais que ce soit juste une maladie comme les autres et qu'on vous considère comme telle. On va accueillir au standard Camille qui a 26 ans qui nous écoute dans le Gard. Bonjour Camille. Camille, êtes-vous là? Camille du Gard, une fois, deux fois, trois fois. Oui, Camille, bonjour. Ah non, c'est dommage, elle avait aussi un témoignage sur l'endométriose, on essaiera de la reprendre dans quelques instants. Camille, en attendant, on peut peut-être parler justement, puisque vous évoquiez à l'instant la sexualité, Adeline Valland, on peut peut-être parler avec vous, Lauriane Mény, justement, on n'en a pas encore dit un mot de l'impact de cette maladie sur la vie sexuelle. Alors oui, forcément, vu les lésions qui peuvent être importantes et situées sur les organes génitaux, l'intérieur du vagin, voilà, forcément, il peut y avoir des douleurs. En tout cas, l'endométriose a un impact sur la sexualité. Oui. Les douleurs engendrent une perte de libido. Quand on a mal, on n'a plus envie de faire autre chose que se reposer et gérer sa douleur. Alors le partenaire, il peut soit ne pas comprendre, s'énerver, ou se sentir coupable de la douleur de sa femme, sentir complètement dépossédé. En tout cas, c'est difficile de réagir face à quelqu'un qui souffre. Oui, ça concerne pas finalement seulement les femmes, mais ça concerne le couple aussi. Voilà, quand il y a un couple, c'est une maladie de couple. Il y a les questions de fertilité aussi qui viennent se greffer à ça. Voilà, donc là, la maladie engendre de la frustration et de la dépression, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment le couple qui doit se soutenir, comme toute épreuve. Voilà, ça peut rendre plus fort aussi ou fragiliser le couple. Mais c'est important aussi d'éviter la relation soignant-malade. Ça aussi, c'est un équilibre aussi. Voilà. Ça doit rester une relation de couple avant tout. Exactement. On a retrouvé Camille, on l'accueillera dans quelques instants. Le temps pour nous de marquer une petite pause musicale. Et pour continuer à parler encore de l'endométriose jusqu'à 11h, vous nous rejoignez au 04 72 38 20 23. La femme de ma vie, c'est Benoît Dorémus tout de suite sur RCF. Elle est dans la file du ciné, elle est dans la marchande de glace, elle est dans les manteaux qui passent, elle est sur le net à Walpé. Elle est dans les meufs de mes potes, elle est dans mes amis d'enfance, elle est dans mon ex en Provence, elle est danoise mais polyglotte. La femme de ma vie comme on dit, ou la femme de mes deux comme on veut. Je la cherche depuis tout petit et je suis presque vieux. La femme de ma vie comme on dit, ou la femme de mes deux comme on veut. Je la cherche depuis tout petit et je suis presque vieux. Elle est dans le métro qui part, elle est dans la présentatrice, elle est dans la sous-directrice, elle est avec un gros connard. Elle est dans la vétérinaire, elle est dans un film d'Hollywood, elle est à la caisse du fast-food, elle est dans la file du vestiaire. La femme de ma vie comme on dit, ou la femme de mes deux comme on veut. Je la cherche depuis tout petit et je suis presque vieux. Qui dit mieux? Elle est dans mon réseau social, elle est aux ressources humaines, elle est peut-être américaine, elle est dans le corps médical. Elle est sur l'affiche dans la rue, elle est dans celle qui me vous voit, elle est dans celle qui me voit pas, elle est là, à perte de vue. La femme de
recherche aussi, dites-lui d'y croire encore un peu, des fois que... La femme de ma vie, c'était Benoît Dorémus à l'instant sur RCF. À votre service jusqu'à 11h, on évoque ce matin l'endométriose. À votre service, Olivier Tonnelier. Et toujours avec moi ce matin, Adeline Valland et Lauriane Mény qui font partie d'EndoFrance, association française de lutte contre l'endométriose, association d'ailleurs soutenue par Laetitia Millot, on l'est pas encore dit, mais voilà, pour ceux qui la connaissent notamment à travers Plus belle la vie, ça fait aussi partie des gens qui vous soutiennent activement et qui permettent aussi à l'association de continuer à exister, notamment financièrement, hein, Adeline. Oui, alors Laetitia Millot donc est notre marraine depuis quelques temps maintenant. Cette année, grâce à elle, à ses actions, donc à la participation de 2 jeux télévisés, notamment, donc elle a réussi à apporter 76 000 € quand même à l'association, oui. Pour financer des recherches. Voilà. Donc là, on a déjà 2 projets qu'on a pu financer. Donc voilà. Donc EndoFrance maintenant participe à la recherche et il nous reste encore 60 000 €. Donc, et si on veut faire des dons pour Noël, on peut? Oui. En plus, comme je suis trésorière, c'est moi qui récupère tout, donc c'est parfait. Très bien. Enfin, c'est vous, c'est l'association, on est bien d'accord. Voilà. Oui. Donc oui, on peut faire des dons. Oui. Donc évidemment, donc nos adhérentes payent une cotisation qui nous servent puisqu'on fonctionne principalement grâce aux cotisations de nos adhérentes pour justement communiquer sur la maladie. Et puis faire avancer la recherche aussi, hein, parce qu'il y a un centre de référence, il y a un premier centre de référence pour l'endométriose, puisque l'idée, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, d'avoir tout au même endroit. Donc le premier centre de référence, il a ouvert à Rouen. Lauriane? Oui, alors en mars de cette année, c'est assez récent. Le centre de Rouen a été labellisé par l'Agence régionale de la santé, a été labellisé comme centre de référence dédié à l'endométriose. Donc ça, c'est très important. Il y a d'autres centres qui sont en voie d'être créés en France. C'est vraiment par ces centres-là qui ont vocation d'améliorer la prise en charge des patientes en proposant une prise en charge pluridisciplinaire. C'est vraiment quelque chose de très important. Les équipes sont pas formées non seulement donc de gynécologues mais aussi de radiologues, d'urologues, de chirurgiens digestifs. C'est important d'avoir toute cette équipe pour pouvoir prendre en charge une patiente, parce que comme on l'a expliqué tout au long de cette émission, les atteintes ne concernent pas uniquement les organes génitaux mais tous les organes alentours. Donc pour mieux soigner, il faut qu'il y ait des spécialistes qui se parlent, quoi. On va retourner au standard pour retrouver Camille, 26 ans du Gard, qui est avec nous normalement cette fois-ci. Camille, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous écoute. Vous avez aussi eu un témoignage par rapport à cette maladie? Oui, alors, dès mes premières règles, donc à 12-13 ans, j'ai moi aussi souffert d'affreuses douleurs au point de tomber dans les pommes, de ne pas pouvoir aller à l'école. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 16 ans où j'ai pris la pilule comme contraceptif, mais aussi pour apaiser ces douleurs. Puis il y a 1 an, j'ai arrêté la pilule. C'est un autre sujet, mais par rapport aux polémiques sur la pilule. Oui. Et depuis, je ne souffre plus autant. Même si j'ai arrêté la pilule, j'ai réussi à trouver des petites techniques pour apaiser ces souffrances. Et j'ai aussi remarqué que selon le climat, la température, les douleurs étaient plus ou moins fortes. Et donc voilà, je voulais partager ça avec les auditeurs. Merci beaucoup Camille. Alors je sais pas si on peut comme ça tirer une règle de l'expérience de Camille, c'est toujours un petit peu compliqué, Lauriane. Oui, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Comme on disait, il y a autant d'endométriose que de femmes touchées par l'endométriose. Donc, je dirais tant mieux pour cette jeune femme. Mais c'est vrai que c'est difficile d'en conclure que la pilule va donner plus de douleur. C'est plutôt le contraire. Généralement, on nous demandait dans d'autres questions là qui sont arrivées depuis 10 heures et que je ne vais pas retrouver tout de suite, mais si justement il y avait des liens entre pilule et endométriose dans un sens ou dans l'autre.
Non, pas notre connaissance. Pas à votre connaissance, très bien. Oui, Adeline. Par contre, je voudrais rebondir sur ce que disait Camille. Elle a arrêté la pilule et elle trouve des astuces pour calmer ses douleurs. Alors, il faut être très vigilante puisque on peut trouver des astuces de la médecine douce, etc., pour qui va calmer les symptômes, donc les douleurs, mais qui va cacher en fait l'évolution d'endométriose. Donc il ne faut surtout pas arrêter de se faire suivre pour l'endométriose, même si on n'a plus de douleur. Voilà, c'était important de le dire, effectivement. Autre témoignage qui est arrivé au 04 72 38 20 23 sur cette question de l'endométriose, c'est Hélène qui est à Lyon. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Écoutez, je me permets de vous appeler. Tout d'abord, je remercie mon ami Steve Henry, qui est le directeur des RCF Champagne-Ardenne, qui m'a dit de me brancher. Voilà. C'est quelqu'un qui me soutient beaucoup dans l'épreuve que je traverse actuellement. Alors moi, j'ai découvert mon endométriose au mois de septembre, donc récemment. Parce que mon mari est en fauteuil roulant, donc on a souhaité vouloir faire un enfant. Et la spécialiste que j'ai rencontrée m'a tout de suite dit, vous êtes malade. Alors j'étais un petit peu surprise. Alors moi, mes symptômes, c'est vraiment depuis mon plus jeune âge, lors de mes règles. Alors moi, je n'ai pas mal au ventre, j'ai mal essentiellement au niveau des cuisses, les hanches, les reins. Voilà, j'avais un peu l'impression qu'on me serrait les cuisses dans un étau quand j'étais jeune, et puis des anti-inflammatoires assez classiques me calmaient les douleurs. Donc voilà, j'ai grandi comme ça. Ma maman m'a juste dit, t'es comme ta grand-mère et moi. On avait mal aux jambes aussi toutes les deux. Et puis j'ai arrêté la pilule il y a 1 an. Les douleurs se sont fait un peu plus présentes au moment des règles, que mon médecin traitant a calmé avec des anti-inflammatoires un petit peu plus lourds, mais pas encore quelque chose de trop sévère. Je sais que certaines sont sous morphine. Pour ma part, j'étais dérangée au niveau du sacrum, mais j'ai fait du rugby, de l'équitation avec des chutes. Alors voilà, je me suis jamais posé la question de douleur gynécologique, et la gynéco m'a diagnostiqué ça immédiatement. J'ai passé un IRM 1 mois après, au mois d'octobre, et en fait c'est très 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 sévère au final, ce qui est assez surprenant étant donné que je vis quand même correctement tous les jours. Mais la gynécologue m'a indiqué que j'avais mis une chape de plomb sur les douleurs de toute façon. Et par contre, je vais subir une grosse chirurgie au mois de mars, justement dans le service de Rouen, parce que j'ai été retransférée vers le service de Rouen, qui est très indiqué par rapport à la sévérité de mes lésions. Et du coup, je vais notamment devoir avoir pendant 3 mois une stomie, c'est-à-dire une poche qui dévie les intestins à l'extérieur, puisqu'ils doivent intervenir au niveau des intestins, et pour laisser le temps de la cicatrisation, voilà, il va falloir que je me fasse un petit peu à l'idée de ce post-opératoire qui sera un petit peu compliqué. Mais voilà, je suis combative, j'ai un mari combatif et un ami, Steve, qui me soutient aussi. Et qu'on embrasse, beaucoup, Steve Henry et toute l'équipe du RCF Champagne-Ardenne, ils sont tous formidables là-bas en plus. Ouais. Donc je suis très bien entourée, et pour l'instant j'ai accepté l'idée. Je suis très bien suivie à Rouen. J'ai rencontré un professeur qui est très à l'écoute, et voilà, je me fais pas de soucis, je sais que je suis très bien suivie. Mais bon, la chose a été dure à avaler au début, je vous cache pas. Bon, écoutez, vous avez un mental positif, en tout cas, on aime entendre ça. Merci beaucoup et bravo Hélène, qui veut rebondir rapidement. Adeline? Oui, alors l'astomie, en effet, c'est un désagrément, c'est une complication de l'endométriose. Donc l'endométriose, on n'en meurt pas, mais ça, les atteintes sont telles qu'on est obligé de passer par des épreuves comme celle-ci. Moi, j'en ai eu une l'année dernière, donc pendant 3 mois, j'ai eu droit aussi à l'astomie, à la poche intestinale. C'est une épreuve, mais bon, Hélène le prend de la bonne manière. Il faut l'importance d'avoir un bon mental aussi. Exactement. C'est une maladie qu'il faut vraiment prendre en charge. Il faut se prendre en main. Il y a que comme ça qu'on peut, reprendre notre vie en main. Et j'invite Hélène à nous écrire sur ronalp@endofrance.org, donc puisqu'elle est lyonnaise, si elle veut que je lui fasse partager mon expérience et lui donner quelques tuyaux. C'est le cas de le dire. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas pour avoir les retours d'expérience, on est plusieurs, donc n'hésitez pas à nous écrire. Parfait, j'espère que Hélène aura entendu votre appel. Adeline Valland, merci en tout cas pour ce témoignage. Il n'y a pas de jingle, on continue alors jusqu'à 10h. Je voulais aussi qu'on évoque les quelques dernières questions internet. Josette qui nous dit, est-ce que les cures thermales peuvent être indiquées concernant l'endométriose? Lauriane Mény? Alors oui, les cures thermales peuvent soulager un certain nombre de douleurs, donc c'est toujours quelque chose qu'il faut tenter en fait. Alors ça prend du temps. Ça a quelle vertu? Alors
ça apaise les douleurs en fait. Il y a certains centres, ils sont rares en France, mais il y en a en Rhône-Alpes en l'occurrence, qui proposent des cures spécifiques gynécologiques, voire spécifiques endométriose, voilà, qui sont menées aussi par des sages-femmes, voilà, des femmes en tout cas des soignants qui connaissent la maladie. Ça, c'est toujours important quand on parle de médecine douce ou quoi. Enfin, dans tous les cas, il faut connaître la maladie. Et voilà, les cures thermales peuvent apporter du mieux-être, calmer un peu les douleurs pour un temps. Généralement, elles reviennent au bout de 6 mois, 1 an, mais les cures, il faut les faire régulièrement. Justement, on a commencé l'émission en disant que c'était une maladie chronique et généralement récidivante. Les récidives se font au bout de combien de temps? Ah, c'est très variable. On parle de récidive, donc généralement suite à une prise en charge chirurgicale, il peut y avoir de récidive aussi, faut le dire. Il peut y avoir aussi des récidives soit très rapidement, au bout de 2-3 mois, ou plus tard, au bout d'1 an, 2 ans. Tout dépend aussi de la prise en charge derrière la chirurgie. S'il y a un traitement hormonal derrière, voilà, ça va stopper. Il y aura pas de retour de la maladie, en théorie. Malheureusement, et là, ça peut aussi revenir sous traitement. Donc, il faut toujours contrôler. Voilà. C'est au cas par cas. Il faut vraiment se faire suivre attentivement. Merci infiniment, en tout cas, à toutes les deux, Adeline Valland et puis à Lauriane Mény, de votre présence ce matin. Merci à vous. Je renvoie encore une fois au site EndoFrance, endofrance.org pour toutes vos questions. Il y a aussi une page bibliographie avec plein de livres aussi qu'on peut sur lesquels on peut se pencher pour se renseigner sur l'endométriose. Et puis votre site de toute façon est extrêmement clair et extrêmement complet. Merci à toute l'équipe, Delphine à la technique et puis Catherine au standard. On va se retrouver demain bien sûr entre 10h et 11h pour une nouvelle émission. On va parler des bébés nageurs demain. Souvent les jeunes parents se demandent quelle vertu ça peut avoir d'apprendre très tôt à nager à son enfant. On en parlera demain avec notre invitée Natacha Schellenberger. Et puis l'émission de ce matin sera en podcast dans quelques instants sur notre site rcf.fr. Prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous et à demain 10h.